Bonjour, merci d'être ici donc pour ouvrir cette masterclass de Riyad Sattouf en public au Studio 105 à Radio France, la vie secrète des créateurs. Ce serait un petit peu ça, le principe des masterclass de France Culture pour détourner l'un de vos ouvrages, Riyad Sattouf. À 40 ans et 15 années de publication, votre écriture dessinée s'est développée dans différents genres. On peut les balayer ensemble, la fable futuriste et ironiquement viriliste Pascal Brutal, la chronique d'un loser ordinaire dans Les pauvres aventures de Jérémie, le reportage documentaire dans Retour au collège, l'observation syncopée d'une espèce dans La vie secrète des jeunes, mais aussi le portrait suivi de l'éclosion d'une adolescence avec Les cahiers d'Esther, et enfin le récit autobiographique, d'abord avec Ma circoncision ou No Sex in New York, puis Vos mémoires de Chateaubriand à vous, l'arabe du futur, en 4 tomes et aujourd'hui traduit dans 22 langues. D'ailleurs, votre première langue, c'est l'expression en bande dessinée, mais il y a aussi une deuxième langue créatrice qui est l'image en mouvement, à travers des séries animées, mais aussi des longs métrages. Les Beaux Gosses en 2010, qui sera César du meilleur premier film, et adaptation en partie de votre volume Manuel Dupuceau. Et puis en 2014, c'est Jackie au Royaume des filles, un conte gynarchique qui est concentré aussi, qui est un concentré de votre univers et qui mérite aujourd'hui d'être qualifié de satoufien. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie exactement, satoufien? Comment il s'est créé cet univers au fil des projets, des influences faussement disparates? C'est ce que nous allons découvrir avec vous. Et d'abord, question, pourquoi n'êtes-vous pas devenu auteur d'heroic fantasy ou réalisateur de films de science-fiction, comme peut-être vous rêviez de l'être au départ? Eh bien, je crois que c'est parce que les projets, les livres, les films viennent d'eux-mêmes et que j'ai jamais vraiment décidé de les faire. C'est vrai que souvent j'ai écrit des livres qui ne sont jamais sortis en livre parce qu'un autre livre est venu et a pris la place du projet sur lequel je travaillais. Donc c'est comme si les films, les bandes dessinées avaient une existence propre et qu'elles naissaient comme des enfants en fait. À chaque fois, je suis obligé de m'en occuper. Elles arrivent comme ça. Par exemple, le 4e volume de l'Arabe du futur, il était beaucoup plus gros que les 3 premiers, et il est arrivé tout seul comme ça. Donc ce sont des naissances et des enfants, il y a des périodes de gestation différentes. Exactement. Mais dès l'enfance, vous dessinez, vous dites comme on joue au Big Jim, c'est-à-dire c'est une continuation en fait des jeux, vous racontez des histoires en dessin. Ça aurait du sens de parler de vocation pour vous, ou c'est pas ce qui se joue à ce moment-là? Non, je dirais que le dessin, c'était un... En fait, très tôt, j'ai été sensible à l'auto-hypnose que procurait le dessin. C'est-à-dire... Auprès des autres, vous voulez dire? Oui, des autres, et Et de puis aussi vous-même? de moi. C'était très agréable d'oublier le monde réel en dessinant. Et c'est quelque chose que beaucoup de dessinateurs racontent. C'est vrai que le fait de... Par exemple, je me rappelle que quand vous dessinez un terrain de football, par exemple, quand on est enfant et qu'on découvre qu'on peut le dessiner en profondeur dans la feuille, en fait, c'est hypnotisant, la perspective est hypnotisante. On a envie de... Enfin, moi, je sais que j'avais envie de dessiner plein de dessins de perspective, j'avais envie de faire plein de châteaux, de maisons, c'est un moyen d'expression aussi de la toute-puissance. On est tout seul avec sa feuille et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Je suis encore très amoureux, en fait, du dessin, même encore aujourd'hui. C'est incroyable à quel point on peut, comment dire, on peut communiquer avec les autres et s'oublier soi-même en même temps dans cette activité. Je sais pas, je trouve ça formidable. Dans l'Arabe du futur, le tome 2, d'ailleurs, il y a une cousine veuve qui vous apprend à dessiner. C'est elle qui vous montre la perspective pour un terrain de foot. C'est elle qui vous dit qu'il ne faut pas finir la coque du bateau pour pouvoir dessiner les vagues devant. C'est un épisode qui a existé. Est-ce que finalement, dans l'Arabe du futur, c'est vu et entendu, tout comme dans La vie secrète des jeunes, ou est-ce qu'il y a aussi des choses que vous recomposez par rapport à vos souvenirs? Non, j'essaie à chaque fois de partir de véritables souvenirs, surtout dans l'Arabe du futur, en fait. Enfin, je dis j'essaye, je pars à chaque fois de véritables souvenirs. Maintenant, c'est vrai que je les réarrange pour les rendre lisibles par le lecteur,
par exemple, j'ai été 5 ans à l'école dans le village de Termalé quand j'étais enfant. J'aurais pu faire 10 volumes de l'Arabe du futur sur les années d'école, en fait, avec les autres enfants. J'ai plein de souvenirs, mais j'ai sélectionné certaines histoires, je les ai réadaptées pour qu'elles puissent rentrer dans le récit. Donc c'est vrai que c'est une recomposition quand même, mais à partir d'éléments réels. Et qui raconte aussi l'histoire d'une passion, en fait, qui est la passion pour le dessin et la bande dessinée, et comment elle naît, et comment peu à peu elle s'infiltre dans la vie pour finalement prendre toute la place dans la vie. Quelle distance d'ailleurs il se joue par rapport aux événements dans ce dessin, dans cette mise en récit? Ensuite, d'ailleurs, je sais que vous retravaillez beaucoup vos planches. Est-ce que vous parveniez à quelque chose d'assez fluide? Comment est-ce qu'il y a une distance qui se crée, notamment par rapport à la violence de certaines séquences, et surtout à l'école, à Termalé en Syrie, par exemple? Bah, c'est pas très intellectualisé, j'avoue. Je reste concentré sur ma volonté première, qui est de faire des bandes dessinées qui soient accessibles en fait par des gens qui ne sont pas habitués à en lire. J'essaye pas de, comment dire, enfin, j'essaie d'éviter de faire de l'esbrouf en faisant des dessins impressionnants ou vous savez, des points de vue en plongée contre plongée ou des espèces de trucs. Je veux surtout que ça se lise de manière très fluide et à tel point que le lecteur en oublie qu'il est en train de lire, et pour pouvoir un peu le manipuler, c'est-à-dire parfois l'emmener vers quelque part et puis le traumatiser d'un coup et le violenter ou le mettre mal à l'aise. Voilà, c'est vrai que c'est un envoûtement en fait quelque part. Et c'est vrai que je réfléchis pas tellement au degré de la violence, etc. Alors parfois, pour certaines scènes dans l'Arabe du futur, je les ai rendues peut-être un peu moins violentes qu'elles n'étaient en vrai. C'est comme, alors souvent on me dit, ah, mais c'est quand même très violent. Bah ouais, mais c'était peut-être pire en vrai en fait. Et c'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant et que vous mangez un plat très épicé à Paris, et si vous mangez le même dans le pays où il a été inventé, il est immangeable. Bah, c'est un petit peu le même. J'essaie de rendre les choses un tout petit peu digestes quand même à certains moments. D'ailleurs, comment fonctionne la typologie des couleurs dans l'Arabe du futur? J'y repensais, il y a eu le jaune de la Libye, il y a le bleu de la Bretagne, il y a le rose de la Syrie et le rouge du trauma. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'Arabe du futur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de voyages, d'allers-retours, d'endroits différents. Et pour bien emmener le lecteur avec moi là-dedans, il fallait que je sépare bien chaque partie. Et je me suis rendu compte que même dans mes souvenirs, chaque partie avait une couleur dominante. Alors le jaune pour la Libye, parce que c'était très ensoleillé, il faisait très chaud et c'était un pays africain. Et C'est les tenues dorées de Kadhafi aussi. Non, même pas. Non, 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 c'était vraiment une ambiance générale. En Syrie, c'était le rose de la terre, et en Bretagne, le bleu de la mer et du ciel, parfois, quand il fait beau. Et le rouge Et, trauma. et dans chaque pays, je m'autorisais à utiliser les couleurs du drapeau de chaque pays. Donc en Libye, il y avait le vert, parce que le drapeau était vert. En France, le rouge, donc il y a du rouge. Et en Syrie, il y a le vert et le rouge. Et donc le rouge me sert en effet souvent à rythmer en fait la page avec quand il y a une violence ou une prise de conscience ou un choc, voilà, j'aime bien jouer avec des couleurs très limitées. Il faut savoir, c'est que c'est aussi un effet, ça a un effet biologique sur le corps. Les couleurs il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lu quand j'étais étudiant, qui s'appelle L'art de la couleur de Johannes Itten. Je vous encourage à le lire, parce que même si on ne fait pas de dessin, c'est très intéressant, et où il raconte les émotions des couleurs, le sens des couleurs et la roue chromatique, et comment le vert est l'inverse du rouge, et comment la première couleur que l'œil voit biologiquement par ses bâtonnets, c'est le rouge, parce que c'est la couleur du sang, pour être bien sûr que quand on est blessé, on voit qu'on est blessé. Et donc le rouge a un impact particulier sur le corps. Et toutes les couleurs ont un impact particulier, et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, je voulais aussi susciter chez le lecteur le dépaysement et le déracinement que pouvait ressentir les personnages. Quand on lit une bande dessinée où on s'habitue au jaune, et puis on tourne les pages, et puis hop, d'un seul coup, on a changé de pays, c'est devenu bleu. Le système de couleurs semble le même, mais sauf que c'est plus la même ambiance du tout. Et on est obligé de se réadapter, de retrouver ses marques, et ça ressemblait. C'était aussi une manière de faire ressentir physiquement au lecteur les voyages et les déracinements comme ça.
Dans le tome 4, je pense à une arrivée de rouge, par exemple, puisqu'on passe davantage à l'adolescence, lorsque votre grand-père est obsédé à l'idée que vous soyez intéressé par les filles, il vous oblige à regarder les jambes d'une femme, et vous avez ce moment de rouge, en fait, comme si c'était un marqueur de la stupeur, de l'effroi, de l'incompréhension à ce moment-là. Oui, c'est vrai que quand on fait une bande dessinée, c'est très proche de la musique par de nombreux aspects, parce qu'il y a un rythme, les cases ont parfois la même taille, parfois des tailles différentes. Si on choisit un point, de faire les personnages en pied, de faire les personnages de près, et les couleurs aussi ont un sens dans ce rythme. Donc tout est une question de rythme en bande dessinée. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand on veut augmenter une émotion, j'ai tendance à la marquer avec le moyen que je me suis autorisé dans cette partie-là, c'est-à-dire le rouge. Par exemple, si dans la partie qui se passe en Libye, il n'y a pas de rouge à aucun moment. Et je crois que les couleurs nous influencent beaucoup, on s'en rend pas forcément compte, même on s'en rend jamais compte. Mais par exemple, si vous restez 1 heure dans une pièce éclairée en rouge et que vous sortez dehors, le monde vous semblera vert. Mais c'est étrange comme sensation. Voilà, tout est organique et tout est biologique, même dans les sensations, quoi. Donc c'est intéressant d'essayer d'exploiter ça en plus dans le récit. Alors, dans les maîtres, on va dire, je parlais de science-fiction tout à l'heure, qui ont pu vous influencer, je sais qu'il y a Jean-Giraud Moebius, Richard Corben, Philippe Druillet, j'ai trouvé aussi d'une certaine manière. Ce goût de la science-fiction, comment est-ce qu'on le retrouve justement dans vos récits qui sont pourtant empreints de réel et d'autobiographie? Tous ces grands auteurs de science-fiction que vous avez cités, enfin qui n'ont pas d'ailleurs tous fait que de la science-fiction, mais c'était des auteurs que j'ai découverts à l'adolescence, à un moment où le dessin était devenu un échappatoire à la vie réelle. Donc c'est vrai que plutôt que de se regarder dans la glace et de voir ce sale gueule je préférais dessiner pour oublier le monde réel. Et donc j'adorais tout ce qui était comment dire, voyage, évasion cosmique. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais par exemple, le Moebius, Jean Giraud, il faisait des dessins qui étaient hallucinogènes complètement. C'est notre manière de prendre de la drogue. Oui, voilà, exactement. J'avais pas le droit de prendre de drogue. D'ailleurs, j'en ai jamais pris. J'avais peur de me faire arrêter par la police et de me faire mettre en prison. De toute façon, vous aviez 20 sur 20, vous étiez pas du genre, vous j'étais extrêmement lèche-cul. Un premier de la classe. Mais les dessins de Moebius me permettaient d'avoir des visions comme ça. Et c'est vrai que la science-fiction, c'est un genre pour lequel j'ai énormément d'amour, et je vais voir tous les films de science-fiction qui sortent, tous, même les plus nuls. J'ai l'impression c'est comme je dois les soutenir en fait. Vous faites partie d'une sorte ouais, je sais de pas, grand réseau. Ouais, de grands réseaux. Ils le savent si vous n'allez pas voir ces films. J'adore les films qui respectent bien la conquête spatiale. Je sais pas, Par exemple, il y a eu un film il y a quelques années qui avait eu énormément de succès, qui s'appelait Gravity. Oui. d'Alfonso Cuarón. Voilà, et que personnellement je déteste, je le trouve nul à chier. Il est, c'est ridicule. Il y a une validation en première. Voilà, non, c'était ridicule de bout. Et par exemple, moi j'ai vu Interstellar. J'aimais pas tellement Nolan, j'avais pas tellement aimé les films de Batman, etc. Et je trouvais qu'Interstellar était un chef-d'œuvre. Donc je vais voir tous les films de science-fiction tout le temps. Mais après, en faire moi-même, c'est comme quand on aime trop quelque chose, j'ai peur de faire n'importe quoi, donc je me tiens un peu à l'écart quand même. Mais le fait que ça s'appelle l'Arabe du futur, il y a quand même cette idée de science-fiction dans le futur qui doit nous gratifier de quelque chose ou de merveilleux ou d'une catastrophe à venir, mais de quelque chose. On est en attente de quelque chose. Et chez Pascal Brutal aussi, il y a un peu de futurisme, puisqu'on vit dans un pays ultralibéral où Alain Madelin a gagné l'élection présidentielle. Oui, Pascal Brutal, c'était une sorte de bande dessinée comique en hommage aux films post-apocalyptiques des années 80-90. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de sous Mad Max. En Syrie, il y avait un vidéoclub pirate dans lequel on pouvait emprunter des films. C'était que des espèces de nanars espagnols avec des mecs qui étaient sur des motos déglingués dans des déserts espagnols en train de courir, se faire pourchasser par des punks qui voulaient les tuer, etc. Et en fait, je vois un peu la vie comme ça en fait aujourd'hui. J'avoue que c'est un. Et donc, quand j'ai fait Pascal Brutal, c'était aussi pour rendre hommage à tous ces films qui ont bâti mon imaginaire. Alors, donc j'adore ça. J'adore essayer de deviner quel va être le futur. Et c'est vrai que, par exemple, dans Les Cahiers d'Esther ou dans La vie secrète des jeunes,
le fait d'observer les jeunes et d'essayer de deviner quel sens ont leurs paroles ou leurs actes, c'est déjà presque un peu de la science-fiction parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont devenir plus tard. Comment quel monde de demain nous prépare les jeunes d'aujourd'hui? Nous, notre génération, tout le monde avait peur de notre génération quand on était. Puis voilà, est-ce qu'on doit avoir peur des jeunes aujourd'hui? Enfin, je trouve ça passionnant dans plus la technologie, tout ce qui nous attend. La science-fiction, c'est un genre majeur, quoi, qui est très sous-exploité. Donc on le retrouve dans votre regard, dans votre observation de la jeunesse finalement. Ah ouais, puis même il y a certains jeunes, on dirait des extraterrestres par exemple. C'est vrai, des types qui ont des tronches pas possibles. Vous les traitez un peu comme des extraterrestres. Moi je me rappelle, il y a un film qui est pas terrible. Enfin, il est marrant quand même, mais dont l'idée de départ est géniale. C'était Men in Black, où c'était des extraterrestres dissimulés sur Terre dans des mecs qui ont des physiques bizarres. Des sortes de cafards. Voilà, et c'est très souvent que quand vous marchez dans la rue, vous dites, mais en effet, ça se trouve, ce type, il rentre chez lui, puis sa tête sort de sa tête, et il y a un petit être qui... Enfin, c'est marrant de... Derrière chaque jeune, il y a un alien reptilien. Ça, c'est sûr, ouais, ça. Alors, pour reparler un peu de votre jeunesse à vous, après 2 années d'art appliqué à Nantes, vous êtes reçu au concours de l'école des Gobelins, section animation. Et c'est à ce moment-là, donc au début des années 2000, que vous allez dessiner la série Petit Verglas chez Delcourt, dont j'ai regardé les planches récemment. Vous n'êtes pas encore scénariste de vos albums, et le style est vraiment radicalement différent. Vous allez faire une rencontre, je crois, à l'époque, avec Émile Bravo. Qu'est-ce qui va se jouer à ce moment-là dans votre approche de la bande dessinée? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux couleurs un peu poétiques et chaudes de Petit Verglas? À partir de l'âge de 12-13 ans, j'étais persuadé que j'allais faire de la bande dessinée. C'est-à-dire, je voulais, enfin, c'était ce qui me faisait le plus rêver au monde. Je voulais faire des livres, je regardais les BD. Vous savez, quand vous les regardez de très près, vous voyez que c'est plein de petits points, c'est la pression offset. Et ça me faisait complètement fantasmer d'avoir mes dessins un jour imprimés en offset. Je regardais les trucs comme ça toute la journée, je sentais l'odeur du livre. C'était comme... Il y a un journaliste il n'y a pas longtemps qui a employé ce mot que j'ai trouvé hyper bien et que je vais réemployer maintenant à chaque fois qu'on me demandera ce truc-là. Mais la bande dessinée était vraiment ma terre promise. Voilà, je voulais y aller, mais je ne savais pas quel chemin prendre pour y aller, parce que je me rendais bien compte que je n'étais pas le meilleur dessinateur du monde, bien loin de là d'ailleurs, que je n'étais pas le meilleur raconteur d'histoire du monde, bien loin de là, et que qu'il me restait un long chemin à parcourir, mais je voulais absolument faire des livres. Et donc j'ai fait des études de dessin en art appliqué. Ensuite, je me suis inscrit au concours des Gobelins à Paris, qui était un concours très difficile. Et j'avais pas spécialement envie de faire d'animation, mais je m'étais inscrit à ce concours parce que j'avais vu un reportage à la télé qui disait que les types qui allaient dans cette école allaient travailler chez Spielberg directement. Et donc je m'étais dit... C'était une publicité ou un reportage? Non, c'était sur France 3, Île-de-France, je me rappelle. Et je m'étais dit, oh, c'est génial, il faut que je la fasse parce que je vais y aller, puis Spielberg, il va se rendre compte que je suis un génie, puis il va me laisser faire, il va falloir que je fasse des livres. Et donc, c'est Charlie et la chocolaterie. Ouais, c'est ça. Et donc, je m'étais inscrit à ce concours, et donc, il y avait 2000 personnes et 20 places. Et contre toute attente, hyper mystérieusement, je l'ai eu. J'ai été pris. Donc, j'ai fait cette école. Ça m'a permis aussi de venir à Paris, mais je rêvais de faire des bandes dessinées, toujours. Et un jour, j'ai participé à un concours de BD dans une librairie. J'ai réussi à faire parvenir mes dessins à un éditeur de BD qui s'appelait Guy Delcourt, qui les a bien aimés. Et j'avais plein de styles différents parce que j'étais vraiment, en recherche. Ouais, voilà. J'étais enfin, je sais pas comment. J'étais prêt à me vendre en entier. En fait, je sais pas comment. Vous aimez les histoires d'aventure, je sais faire de l'aventure. Vous aimez les histoires un peu d'auteur, je sais faire de l'auteur. Vous aimez la science-fiction, j'ai des pages de science-fiction. Vous aimez faire des bluettes, je sais faire des bluettes, je suis très ému par les bluettes. J'étais prêt à tout. En fait, j'étais prêt à me prostituer pour faire n'importe... Enfin, j'accepte. Et alors, c'est arrivé à un tel point que... Donc, il a vu mes dessins, il a choisi le style de dessin le plus commercial, qui était le plus réaliste et qui était le plus proche de ce qu'il faisait dans sa maison d'édition. Mais je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat. J'ai rencontré à cette occasion un scénariste qui s'appelait Corbéran, qui était très sympathique et avec qui on a fait cette série. Mais moi, j'étais quand même malheureux parce que je voulais écrire mes propres histoires, je voulais dessiner de manière plus personnelle, enfin ce que j'estimais être plus personnel, avec un style plus expressif, plus direct. J'adorais
À cette époque-là, c'était les débuts de l'association. Alors j'adorais les livres de David B, de Jean-Christophe Menu, etc. Je voulais faire un peu des histoires un peu grinçantes, comme ça, complètement à l'opposé de ce que je faisais chez Delcourt. Mais c'était très compliqué, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on ne pouvait pas avoir de blog, on ne pouvait pas démarcher les gens, leur envoyer des mails pour leur montrer nos dessins, il n'y avait pas Instagram, Twitter, enfin... Aujourd'hui, c'est complètement différent. On peut vraiment se mettre à travailler. Si on est bon en dessin, on fait un Instagram et voilà, je connais plein de gens qui gagnent leur vie grâce à Instagram. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai fait en effet une rencontre très importante dans ma vie, qui était la rencontre d'Émile Bravo, qui est un auteur de bande dessinée génial, qui a fait une série qui s'appelle Les épatantes aventures de Jules pour enfants, qui est dans la lignée un petit peu d'Hergé et de Chaland, des bandes dessinées très très simple à lire également et très profonde, et qui a fait récemment des Spirou qui sont parmi les meilleurs Spirou qui ont jamais été faits. Et donc c'est quelqu'un de très gentil et de très bon. Et quand il m'a vu, en fait, je faisais une bande dessinée qui me ressemblait pas. Il s'est quand même intéressé à moi, alors qu'il y avait vraiment des lignes de séparation entre les genres de bande dessinée. Et quand vous faisiez de la bande dessinée un peu commerciale, les mecs haïssaient les types qui faisaient des BD d'auteurs, et les types qui faisaient des BD d'auteurs méprisaient profondément les types qui faisaient des BD commerciales. Donc moi j'étais dans le côté commercial, mais Émile, il était très sympa, il a regardé mes trucs, il m'a dit « c'est nul à chier ce que tu fais, tu sais c'est vraiment de la merde, mais écris ton histoire, vas-y, arrête tes dessins, là c'est nul, là regarde, c'est pas bien fait, tu vois. Tes bonhommes sont pas bien dessinés, c'est pas ça que tu veux faire, tu vois. » Mais sauf que cet effort de me dire quelque chose comme ça, personne ne l'avait fait. Et même moi, personnellement, aujourd'hui, je n'oserais pas le faire avec quelqu'un. J'aurais peur qu'il s'attache à moi comme je me suis attaché à Émile. C'est comme un... Une charge. Comme un canard, quand il naît, il s'attache au premier qui s'intéresse à lui, il le suit. Et je suis encore copain avec Émile, toujours, on se voit tout le temps, je lui fais lire tous mes scénarios, voilà, mais c'est vrai que c'était très important parce que c'est lui qui m'a donné confiance en moi et m'a amené à écrire mes propres histoires. Et qui m'a aussi présenté à Christophe Blain, Johan Sfar, Mathieu Sapin, qui à l'époque montaient un atelier de BD. Et je me suis retrouvé en atelier avec eux. Justement, comment est-ce que vous avez trouvé votre style, vous, parmi eux? Je crois que vous parlez parfois de vous être mis à écrire davantage sur le réel et aussi davantage dessiner des mots que des histoires. Il faut savoir que quand Émile Bravo m'a fait rencontrer Sfar, Blain et Sapin, eux-mêmes étaient déjà des auteurs en fait, qui avaient une grande renommée. Christophe avait fait, Blain avait fait Isaac le pirate, Sfar avait fait Le chat du rabbin, Sapin il faisait Super Murgeman. Alors il y en avait un qui faisait aussi, Sfar faisait aussi de l'heroic fantasy. Et donc, moi, j'avais envie de faire mes histoires, mais je ne savais pas exactement quoi raconter. J'aimais la science-fiction, donc j'avais fait des projets de science-fiction, etc. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire de BD historique parce que Christophe Blain faisait de la BD historique. Je ne pouvais pas faire d'heroic fantasy parce que Sfar faisait de la BD d'heroic fantasy. Et je ne pouvais pas faire des BD un peu surréalistes parce que Mathieu Sapin en faisait. Donc, je ne voulais absolument pas être un sous-eux. Voilà, à l'époque, il y avait beaucoup de mecs qui dessinaient un peu comme Sfar ou comme Blain avec plein de petits traits, etc. Et donc je me suis dit que j'allais m'intéresser au monde réel, parce qu'eux-mêmes ne faisaient pas de BD qui se passait dans le réel. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Et je me suis dit, je vais faire un trait simple, sans petits traits, parce qu'eux-mêmes faisaient tout le temps des petits traits. Et donc comme ça, ça me permettait d'être un peu, de m'éloigner un petit peu d'eux, quoi. J'ai trouvé mon chemin comme ça. Et la forme qui s'est imposée, c'est la forme de la ligne claire. C'était une histoire d'amour-répulsion avec Tintin. Oui, mais c'est vrai que c'était un choix aussi de lecteur. Je me rendais bien compte que les bandes dessinées que je préférais lire étaient des bandes dessinées qui étaient dessinées avec un trait simple, comme ça. C'était mes premiers plaisirs de lecteur, c'était Hergé. Quand j'étais enfant, Tintin, Coquille Fluke, enfin, Josette et Joko, c'est dessiné de manière apparemment très simple, comme ça, mais c'est très compliqué à faire aussi. Et c'était ce qui me procurait le plus d'émotions, donc je me suis dit que j'allais me diriger vers cette école-là, mais sans vraiment me rendre compte de ce que ça signifiait, parce que finalement je crois que je suis pas très proche non plus de ce style-là, mais voilà, je voulais, avec le minimum de traits possible et le minimum d'artifice possible, être le plus expressif et le plus direct possible. Et moins d'informations aussi dans l'image que d'autres oui, bien dessinateurs. Sûr. Oui. C'est vrai que par exemple pour La vie secrète des jeunes, je dessinais chaque page, je faisais une page par semaine, donc dans Charlie Hebdo,
et je le faisais uniquement d'après mémoire. Et il y avait très peu de détails. Et j'ai revu les pages de La vie secrète des jeunes que je n'avais pas vues depuis des années, quand elles ont été exposées à la BPI, là, du Centre Pompidou, pour l'exposition. J'étais étonné du peu de détails qu'il pouvait y avoir dans cette bande dessinée. Il y a des scènes vraiment où il y a à peine un décor derrière. Et c'est vrai que l'obligation de faire une page rapidement, de rendre son dessin vite, de ne pas pouvoir tergiverser, c'est comme ça aussi que naît un style de dessin. Voilà. Quand on a trop de temps, on risque de tourner en rond, je crois. Et en même temps, il y a un style qui s'émancipe d'un genre à l'autre, parce que vous continuez les volumes de Pascal Brutal comme ceux de l'Arabe du futur, et ça n'a rien à voir. Vous ne travaillez pas du tout de la même manière. Quelle différence vous faites dans ces deux projets? C'est vrai que le dessin, pour moi, comment dire, doit s'adapter à l'histoire. Je ne peux pas faire 15 bandes dessinées, toutes dessinées de la même manière, même si on voit que c'est un peu fait par la même personne quand même, enfin, j'espère, mais par exemple, dans les cahiers d'Esther, les couleurs changent à chaque page, parce que c'est des émotions différentes d'une petite fille, etc. Dans l'Arabe du futur, c'est en 3 bandes, les cases varient de taille, alors qu'Esther, souvent, c'est un gaufrier, etc. J'essaie d'adapter le gaufrier, c'est quand il y a 6... Oui, voilà, c'est souvent toujours la même taille de cases. La même taille de cases, oui. Et c'est important voilà, la bande dessinée, une écriture, c'est vraiment quand j'écris mes BD, je les écris en dessinant, en fait. Je ne sépare pas le texte et le dessin. Pascal Brutal, il vous dit qu'il y a plus d'erreurs, par exemple, de dessin que vous laissez. Oui, mais Pascal Brutal, c'était une série de bandes dessinées très agressive et, comment dire, grossière. Voilà, c'est brutal, c'est une bande dessinée brutale, avec des gros mots, des scènes sexuelles, etc. Et donc le côté rude du dessin, je laissais souvent des erreurs dans les décors, des erreurs dans les perspectives, etc. Parce que je trouvais que ça renforçait l'aspect comique de l'ensemble. Alors, dans l'Arabe du futur, il y a cette idée aussi d'arriver à convaincre une grand-mère, par exemple, de lire de la bande dessinée. En quoi c'est fondamentalement de la bande dessinée pour les gens qui ne lisent pas de la bande dessinée? Je ne sais pas pourquoi. En fait, souvent, je pense que pendant 15 ans, j'ai eu aucun lecteur. Enfin, j'en ai eu très peu. J'avais quelques aficionados qui aimaient mes BD, mais souvent, je rencontrais des gens dans la vraie vie, par exemple. Non, c'était des fans de BD ou des gens un peu spécialisés. Et souvent, je rencontrais des gens dans la vie qui étaient hyper intéressants. Et ça m'énervait qu'ils ne connaissent pas mes BD. Je ne sais pas comment... J'aurais aimé qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un d'intéressant. Tu vois, ça m'arrivait de rencontrer des médecins ou des historiens ou des archéologues, etc. Et j'aurais aimé que ces gens-là me disent « Ah, mais j'adore aussi ce que vous faites, nanana, j'ai lu vos livres, etc. » Sauf qu'en fait, c'était des gens qui en auraient en général rien à secouer de la BD. Ils trouvent que c'est... Enfin, c'est assez rare, en fait. Voilà. Et je me disais, mais... Le projet, c'est comment intéresser les Lévi-Strauss à ce que vous faites. Oui, mais comment intéresser les gens de la vraie vie aussi. Donc je me suis concentré, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais destiner ma bande dessinée à ma grand-mère bretonne. Quelle bande dessinée aurait-elle aimé lire? Quelle bande dessinée aurait-elle assumé de montrer à ses copines en disant c'est mon petit-fils qui l'a fait? Parce qu'elle avait horreur de la BD, elle ne comprenait pas qu'on puisse être intéressé par ça tellement. Et donc j'ai travaillé là-dessus, en fait. Voilà. Et j'avoue que ça a marché parce que j'ai beaucoup de lecteurs de toutes origines et plein de gens qui lisent pas de BD. Et donc j'adore, j'ai l'impression de faire partie de leur monde maintenant. J'aime ça. Comment vous mettez en scène d'ailleurs cette vie de dessinateur qui revient parfois? Il y a justement dans cette exposition à la BPI, la bibliothèque de Pompidou, on voit quelques planches, la façon dont une éditrice peut se tromper sur votre nom, votre arrivée à Angoulême, passer la nuit avec un dessinateur célèbre. Comment est-ce que vous avez travaillé cette mise en récit de vous, dessinateur? Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le No Sex in New York, qui est votre autoportrait adulte, mais qui est le seul. En fait, j'ai eu toute une série de bandes dessinées que j'ai fait dans ma vie les unes après les autres. Il y en a plein que j'assume plus vraiment, enfin, j'avoue. C'est pas que je les assume plus, mais je les ai fait à un moment de ma vie où j'essayais d'intéresser.
Tu sais, c'est comme quand quelqu'un aime trop fort, j'étais trop agressif, je sais pas comment décrire ça, j'étais trop violent ou trop... Donc je m'étais dit, je vais raconter un peu des trucs autobiographiques, mais je me sentais obligé d'être un peu grossier ou de parler d'histoires de cul, je sais pas, des trucs pas forcément intéressants en fait dans les faits. Donc j'ai mis longtemps avant de trouver ce moyen de parler de soi ou de sa vie. Et c'était aussi une préparation à l'Arabe du futur. En fait, je ne me rendais pas compte, mais voilà, je réfléchissais à comment faire une bande dessinée qui parle de soi et qui est acceptable, qui n'est pas ennuyeuse, qui n'est pas nombriliste, qui n'est pas trop gentil avec soi, qui n'est pas trop dur non plus. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été un cheminement qui a été long. Donc, c'est vrai que No Sex in New York, c'est une BD que j'avais fait en 2003. En effet, je l'assume plus tellement, j'avoue. Je l'aime pas trop, en fait. Qu'est-ce que vous n'assumez pas pourtant? Il y a des dialogues qui sont très bien travaillés. Je sais pas, je pense il y a un personnage qui s'adresse directement au lecteur, comme dans un film de la Nouvelle Vague. Ouais, c'est gentil de faire des liens comme ça. Mais c'est vrai que voilà, si je devais le refaire, je ne le referais plus. Et quand je me suis lancé dans la bande dessinée de l'Arabe du futur, j'avais un gros problème. Parce qu'en général, dans les bandes dessinées autobiographiques, je trouve que les auteurs, quand ils se dessinent eux-mêmes, je trouve qu'ils se dessinent beaucoup trop beaux. Beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en vrai. Et vous regarderez, je ne sais pas si vous verrez des auteurs aujourd'hui de BD autobiographiques durant ce salon, regardez comment ils se dessinent et regardez-les en vrai après. Vous allez voir, c'est extrêmement rigolo. Salut, ça va. Quand on voit le mec qui se dessine hyper charmant et tout ça. Et donc, en fait, j'avais un gros problème d'auto-représentation. Je me disais, mais comment je vais faire? Est-ce que les gens, ils vont... On peut pas dire que Mathieu Sapin se soit servi dans sa bande dessinée avec Gérard Depardieu. Je parle pas pour Mathieu, mais parce que mais c'est vrai que dans l'Arabe du futur, c'était très compliqué de me dire, mais comment je vais me dessiner, etc. J'ai réglé ce problème en me rendant compte que quand j'étais enfant, en fait, j'étais ultra beau. Et donc, ça a tout réglé, parce que j'ai mis une caisse sur le fait que j'étais somptueux, etc. Et donc, voilà, ça m'a libéré aussi. Mais c'est très délicat de se dessiner, parce que si on se dessine trop moche aussi, ça fait mec qui s'auto-apitoie et qui a envie qu'on lui dise « Mais non, t'es beau, en fait. » Enfin, voilà, c'est très, très, très compliqué. Cheveux qui sentent la camomille, ouais, voilà, chevelure californienne, ça c'est moi à 7 ans, je suis tout à fait remarquable. Ouais, c'est les premières pages à chaque fois de l'Arabe du futur. Donc en devenant méga beau, vous avez résolu ce problème, cette contradiction du récit autobiographie de l'auteur qui se met trop en valeur ou pas assez. Il y a une voix off aussi qui est intéressante dans l'Arabe du futur. Comme dans Pascal Brutal d'ailleurs, aussi une voix off qui peut interviewer le personnage. Est-ce qu'il y a une influence, je parlais de la Nouvelle Vague en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai, du cinéma et de la télévision dans la façon dont vous concevez vos ouvrages? Ah oui, bien sûr, oui. De toute manière, voilà, moi, j'étais pas d'un milieu culturel élevé du tout, donc je me suis construit dans mes références par les trucs qui passaient à la télé, ou après, quand j'étais étudiant, par les trucs que je pouvais emprunter à la bibliothèque, mais seul, en fait, on m'a jamais éduqué directement à la bonne littérature, ou même à la bonne bande dessinée, ou au bon cinéma. Donc, par exemple, les grands films qui ont marqué mon adolescence, c'est des films que je voyais à la télé qui étaient doublés en français. C'était Robocop, c'était Conan le Barbare, Mad Max, des trucs, mais qui étaient, pour moi, ce sont des grands chefs-d'œuvre parce qu'ils parlaient de leur époque aussi à leur façon. Et c'est vrai que souvent, il y avait des voix off comme ça dans les... Alors plus tard, une fois étudiant, j'ai découvert les films de Truffaut que j'adore plus que tout. Il y a aussi des voix off comme ça qui sont très sérieuses. Antoine Doinel travaille en ce moment. Nanana. J'adore ce genre de... Donc c'est vrai que dans Pascal Brutal, j'ai fait ça. Pascal Brutal, c'était plutôt les voix off des films post-apocalyptiques, un peu comme Mad Max, où il y avait ça au début de Mad Max. Oui, oui. La naissance de Pascal Brutal, elle est écrite comme ça un peu. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est au début de Conan le Barbare, il y a une voix off comme ça qui vous emmène dans le récit. Between the time when the ocean drank Atlantis and the rise of the son of Arius. Voilà, j'adore cette espèce de... Enfin, là, je l'ai fait en anglais, mais j'aurais dû le faire en français. Mais c'est vrai que, voilà, en plus, la voix off, c'est vrai que j'en mets beaucoup parce que on peut faire passer énormément de choses et c'est un niveau de lecture en plus. Notamment dans l'Arabe du futur, j'avais écrit une première version de cette BD sans voix off du tout. Et je me rendais bien compte que le lecteur n'allait pas suivre. En fait, il fallait que je l'accompagne quand même pour lui expliquer ce qui se passait, où il était. Sinon, c'était trop abstrait. Voilà. Je me rends bien compte, surtout avec l'Arabe du futur, qu'il faut souvent que j'explique très clairement certaines choses qui, pour moi, me semblent souvent évidentes.
Mais voilà, il faut quand même que j'explique qu'est-ce que c'est qu'un sunnite, en Syrie, quelle était la capitale, où était situé Homs par rapport à... Voilà, il faut décrire un petit peu. La voix off est très pratique pour ces informations supplémentaires. Si vous aviez justement parmi les Conan le Barbare et autres sous Mad Max vus en Syrie un film ou peut-être une bande dessinée si c'est Tintin qui vous reste comme un choc esthétique. Je crois que le grand choc esthétique de mon enfance et de ma adolescence, c'est le corps de Arnold Schwarzenegger. Mais alors je dis ça sans moquerie. J'avoue que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Enfin, quand je l'ai vu, enfin, je me rappelle, c'était dans mon village, à Termalé, donc où tout le monde était un peu malingre, les gens étaient un peu malades, les hommes étaient cachés dans des grandes djellabas, les femmes dans des grands voiles, etc. Puis les enfants n'étaient pas bien lavés. Moi, j'avais des vêtements pourris, là, tout était... Et soudain, dans cette télé, il y avait cet homme nu, ultra musclé, avec des espèces de... pas spécialement viril, un peu féminin, je sais pas, il faisait des espèces de poses, un peu comme ça. C'était une sorte de... Et j'étais vraiment persuadé qu'un jour, j'allais grandir et que j'allais devenir lui. En fait, c'était vraiment... je me suis dit, ah ben c'est ça, bah voilà quelqu'un qui est... C'est moi plus tard, c'est lui, ça va être ça. Et donc, j'ai regardé tous ces films, encore aujourd'hui, en fait, quand je suis un peu stressé, si je regarde une de ces photos, ça me calme. Mais je, je vous assure que c'est vrai, en fait. Je suis abonné à son compte Instagram. Donc je passe une grande partie de ma vie sur Instagram, hein, j'avoue, j'ai un compte, etc. Et donc je suis. Alors il poste des trucs, il est avec son fils, il va au restaurant, etc. Mais c'est toujours lui, tu vois, il est vieux, et puis là, et il est là, et récemment, il a eu un quadruple ou quintuple pontage coronarien. Et donc il a été opéré, alors il est sorti, et puis 2 semaines après être opéré, il était déjà en train de refaire de la muscu. Et en fait, c'est une image très positive. Je sais pas, voilà, il est plus vieux, il passe avant, il se dégrade, mais c'est comme un modèle. Je sais pas, j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. J'aime bien ses prises de position. Alors, il était républicain quand il a été gouverneur de Californie, mais j'ai suivi tout ce qu'il a fait politiquement. Il avait créé des centres pour empêcher les enfants de traîner après l'école. C'était des centres sportifs où il a fait plein de trucs très... Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est mon grand choc esthétique, c'est Arnold Schwarzenegger. Et qu'est-ce qui reste d'Arnold dans votre œuvre? Évidemment, on pourrait penser à Pascal Brutal. Non, je crois que c'est plus profond que ça. C'est qu'en fait, ce que j'aime beaucoup chez Arnold Schwarzenegger, c'est qu'en fait, c'était un enfant qui était, comment dire... dont le père était nazi quand même, et qui était battu par son père, etc., et qui a fui chez lui pour fuir la violence de chez lui, et qui est devenu la plus grande star mondiale de tout. Il y a eu un moment où c'était le plus grand acteur, le mec le plus riche, le plus célèbre dans le monde, dans tous les... Et en fait, cette espèce de résistance, j'aime beaucoup, j'aime essayer de m'en inspirer. Par exemple, pendant des années, j'ai eu des dizaines et des dizaines de refus d'éditeurs. J'envoyais mes projets tout le temps au mec et tout. Il me disait non, ça va pas, etc. Puis j'étais persuadé en plus que mon nom était ridicule et que c'était à cause de mon nom qu'il ne voulait pas me prendre. Vous savez, parce qu'un récit de science-fiction d'un mec qui s'appelle Satouf, c'était pas. Je n'osais pas changer de nom, je voulais quand même garder mon nom, etc. Donc, JRR, Satouf. Voilà, JRR, Satouf. Ça aurait fonctionné. Et je me disais tout le temps, mais non, c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer, un jour ça va passer, etc. Et je pensais souvent à Schwarzenegger qui répétait tout le temps, n'abandonnez jamais. Il avait fait des conseils que j'avais lu ses bouquins. Enfin voilà, comment dire, on sent que c'est pas quelqu'un de très intellectuel, et je m'identifiais à lui parce que j'étais pas hyper bon à l'école, mais par le physique et par le travail et comment dire, le fait de tenir bon, j'étais certain que j'y arriverais. Et la virilité aussi de Schwarzenegger, la virilité ambiguë, un peu comme celle de Pascal Brutal, qui est un hyper viril, bisexuel, fort et fragile en même temps. La virilité de l'école des hommes, toujours à travers vos récits, ce qu'on demande à un homme de faire pour être un homme, cette façon de répondre à cette injonction. C'était ça aussi qui se dessinait dans ce que vous projetez sur Schwarzenegger? Alors non, par Schwarzenegger, pas vraiment, mais l'école des garçons, en fait, c'est en effet quelque chose dont j'ai eu conscience très très tôt,
Notamment parce que je me suis rendu compte très vite que j'en étais souvent exclu par les garçons eux-mêmes, parce que j'avais ou pas la voix comme il fallait, parce que j'avais une voix un petit peu efféminée, ou j'étais pas capable de courir suffisamment longtemps avec les autres, etc. Et donc je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses à avoir, des comportements à avoir, même vis-à-vis des filles, ou des pensées euh, qu'il fallait avoir si on voulait être considéré comme un homme par les autres hommes. Voilà. Et donc très tôt, j'ai été conscient de ça et j'ai observé ça et je m'en suis moqué parce que je ne pouvais pas en faire partie en fait aussi. C'était très agréable de ridiculiser tous ces aspects-là. Donc Pascal Brutal, c'était aussi un personnage qui a été construit vis-à-vis de ça, de cette frustration de physique en fait. Et devenir un Arnold Schwarzenegger, c'est toujours un projet pour vous? Non, pas vraiment. De temps en temps, je tourne quand même autour de l'idée de faire de la muscu. J'avoue. J'avoue que j'ai tapé dans Google, il y a 2-3 semaines, j'ai tapé prise de muscle 40 ans. Possible? Et donc là, je suis tombé sur des sites avec des mecs qui sont là. Bonjour, j'ai 53 ans et je vais vous montrer comment j'ai pris 10 kilos de muscle. Alors on suit à des vidéos et le mec qui fait son truc. Je me dis, bon, j'ai jusqu'à 53 ans pour faire un peu de muscu, etc. Mais bon, non, mais j'avoue que ça me. Mais bon, je tourne autour de l'idée, mais c'est pas si facile. Hein. Vous aviez peur de vous y prendre trop tard là. Non, mais on en rigole comme ça, mais c'est très très dur. Parce qu'en fait, déjà, c'est une souffrance physique intense d'y arriver. Il faut être extrêmement régulier. Et surtout, c'est monotone quand même. J'avais rencontré le champion du monde de musculation naturelle en cadre d'une émission. C'est presque monacal en fait. Il faut faire 8 repas par jour pour empêcher le corps de digérer. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Il faut se réveiller la nuit, manger 3 œufs et puis se recoucher. Enfin, il y a des trucs, si on veut vraiment le faire, c'est inhumain, quoi. Au panthéon de vos influences, il y a quelqu'un de plus malingre, c'est Larry David, le créateur de Seinfeld, de cette série qui a inspiré un peu je pense les premières terribles aventures de Jérémy. Comment est-ce que ça aussi, c'est devenu une observation, une série qui a guidé votre façon d'observer la vie et l'école quotidienne de la loose? Seinfeld, c'est une série qui est extrêmement bien écrite, qui a été c'est un des plus gros succès de l'histoire de tous les temps de l'art, des arts visuels en fait aux États-Unis. Et en fait ça ne parle que de choses très quotidiennes et très terre à terre, mais vues avec d'un point de vue un peu d'un pas de côté comme ça. C'est vrai que finalement Seinfeld c'est pas si éloigné des aventures d'Antoine Doinel par exemple. C'est des petites aventures d'un mec qui essaie de séduire une fille, et puis une fois qu'il est avec elle, elle en a marre de lui, alors il fait des trucs. Enfin, c'est des petites aventures très simples. J'aimais l'économie de moyens et aussi comment dire, le fait de pouvoir faire toute une histoire simplement avec quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau, par exemple, et d'essayer d'être intéressant avec ça. Il y a eu tout un moment de ma vie où je trouvais ça hyper intéressant comment dire, de me limiter, en fait. Voilà, je voulais parler du quotidien. Donc c'est vrai que j'ai essayé de m'inspirer de Seinfeld. J'avais fait Les pauvres aventures de Jérémy. C'était en référence à Seinfeld. Il y avait 3 personnages comme ça qui vivaient ensemble, qui étaient des amis, qui essayaient de s'en sortir dans la vie, mais qui n'y arrivaient pas, et qui avaient des aventures de loose, etc. Et c'est un archétype un peu aussi avec une obsession pour les pieds des femmes, comme il y a chez Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes, une obsession pour les gens. Par exemple, ces livres écrits par des types malingres un peu, ou ces films, il y en a beaucoup, quoi. C'est vrai que Larry David, comme vous le disiez, mais il y a aussi Woody Allen qui a fait des trucs comme ça. Il y a plein de... Et Truffaut avec Doinel, c'était un peu ça aussi. C'était un peu le même genre de... Donc voilà, j'ai essayé de m'inscrire un peu là-dedans, parce que déjà, ça ressemblait un peu à ma vie. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble un peu à ma vie, parce que en effet, j'avais aucun succès avec les filles à cette époque-là, et je me disais, tiens, je suis peut-être un peu un personnage. Je vais raconter des trucs, et peut-être que je vais émouvoir quelqu'un. Voilà, c'était un... Vous parlez d'Antoine Doinel, vous allez à un moment... passer de l'autre côté du miroir, c'est vous qui dites ça, hein, c'est pas une expression éculée, c'est votre façon de parler de votre expérience au cinéma, la première, Les Beaux Gosses. Il devient à ce moment-là, Vincent Lacoste, votre
votre Antoine Doinel, enfin en tout cas votre Jean-Pierre Léaud. Oui, c'est vrai que Les Beaux Gosses, c'était le film des premières fois, parce que c'était la première fois que je faisais en effet un film. Puis j'avais choisi comme sujet les adolescents et je voulais absolument que ce soit des ados qui n'avaient jamais fait de film non plus. Donc c'était des premières fois pour tout le monde. Et donc c'était très marrant de découvrir ce que c'est que de faire un film quand personne n'en a jamais fait en fait. Voilà, c'était très. Enfin, j'avais adoré cette expérience. Oui, c'est vrai que c'était très. Vous étiez tous au même niveau d'expérience et d'information. Oui, oui, oui. Et voilà, comme ils n'en savaient pas plus que moi, on découvrait ensemble ce qu'on allait faire, comment tourner telle scène, comment utiliser comment dire, leurs ignorances ou leur incompétence, entre guillemets, de comédiens, parce que c'était pas des comédiens, comme des forces, en fait. C'est vrai que Vincent Lacoste très vite, il a compris quelque chose qui était que je lui demandais rien, en fait. Je lui demandais juste, sois comme t'es. Et donc très rapidement, il s'est mis dans un coin, il a toujours fait la même chose. Il est resté lui-même. Il était là, il disait son truc. De temps en temps, il me posait une question, mais il se rendait compte qu'il fallait pas la poser, il arrêtait. Et tout de suite, il avait compris que c'était lui-même qui m'intéressait. Et donc, il s'est laissé aller comme ça. Donc, ça m'étonne pas du tout qu'il soit devenu un acteur enfin, qui fait des super films comme ça. Dans Jackie au Royaume des filles, donc je parlais de ginarchie tout à l'heure, mais bon, c'est un système inversé, une dictature qui est tenue par les femmes, avec voilà, cette idée d'un jeune garçon qui est voilé comme tous les autres garçons et qui cherche à aller au grand bal, qui, peut-être par la grâce du chevalin, qui est l'espèce de petit animal déifié de là-bas, qui sera un totem, qui sera peut-être choisi par la colonelle, incarnée par Charlotte Gainsbourg. À ce moment-là, Vincent Lacoste raconte que pour le diriger dans ces scènes, vous lui disiez de faire les scènes comme si c'était un singe pour se débarrasser, en fait, de cette espèce de surjeu comique qui pourrait y avoir avec, on va dire, l'ensemble du scénario et l'ensemble du contexte. Ouais, c'est vrai que ça, on avait commencé à faire ça dans Les Beaux Gosses, où je me rappelle, parce que ce qui est très difficile, c'est quand on joue, en tout cas quand on n'est pas un acteur professionnel, je dirais, c'est la peur du ridicule. Souvent, c'est ce qui empêche les gens de faire quelque chose, de se mettre à pleurer devant une foule ou d'être un peu ridicule devant des gens. On est timide, donc c'est vrai que quand on faisait les répétitions, j'ai fait beaucoup de répétitions avec tous ces jeunes acteurs, et on faisait les singes. C'est-à-dire, on se mettait par terre en chaussettes, puis on faisait comme ça. Et on jouait des scènes entières en tant que singe. Mais en fait, ce qui est très étonnant, enfin, c'est que si vous faites le singe avec d'autres humains et que tout le monde fait des singes, on se rend compte qu'on est vraiment des singes. Et qu'en fait, le fait qu'on parle, c'est presque pas normal. Parce qu'en fait, on pourrait vivre en tant que singe. Je me rappelle, les gamins, ils n'avaient jamais fait les singes de leur vie. Ils ne savaient pas ce que c'était que de faire un singe. Mais quand je leur disais, t'es un singe triste, par exemple, alors il y a un singe, vous allez le voir et vous essayez de le consoler. Et toi, tu vas faire le singe triste et les autres vont le consoler. Et ben, ils venaient tous en singe, sans ne l'avoir jamais appris. Puis ils étaient là. Et ils se mettaient à lui caresser les cheveux, à faire des trucs de chimpanzé. Mais c'est très étonnant. Et comme tout le monde était au même niveau, alors j'avais fait venir le chef opérateur, j'avais fait venir la première assistante. Non, mais c'est vrai, on avait tous fait les singes. Comme ça, tout le monde était détendu. C'était un peu comme... on s'était tous vus dans ces scènes, on était à égalité. Et ça avait libéré, ça nous avait tous libérés. Si on reprend Jackie au Royaume des filles, il y a quelque chose du syncrétisme, en fait, de tout ce que vous aimez. On y trouve l'absurdité de l'autorité ou de la domination. On y trouve le renversement du regard. C'est par cette inversion de système qui n'est plus patriarcale, mais matriarcale, dictatoriale, qu'on se rend compte de la situation des femmes en creux. Est-ce que c'est pour vous, finalement, l'œuvre qui était à la fois la plus proche de ce que vous cherchiez à faire et en même temps qui vous a apporté le moins de satisfaction? Parce que je sais que c'est un moment qui a été critique pour vous. Disons que quand j'ai fait Les Beaux Gosses, personne ne voulait financer ce film et ça a été un énorme succès. Et énorme succès par rapport à l'argent qu'il avait coûté. Et suite à ça, en fait, tout le monde voulait financer mon film d'après.
Et je me suis dit, quel film je devrais faire au moment où tout le monde est d'accord, en fait. Voilà, au moment où tout le monde est d'accord, et où dès que je dis un truc, ils disent que c'est super, etc. Et donc je me suis dit, je vais faire ce truc auquel je pensais depuis longtemps, qui était un Cendrillon inversé. Un cendrillard, on aurait pu dire. J'aurais dû l'appeler comme ça, cendrillard. Mais c'est un cendrillard qui a un couillard, d'ailleurs. Enfin, inversé, j'aurais dû l'appeler Cendrillonne. Et c'était un garçon. J'aurais dû tout changer. Voilà, l'idée était de... voilà, Cendrillon, c'est une petite miséreuse qui rêve d'aller au bal et rencontrer le prince charmant. Et donc j'ai juste pris le conte de Cendrillon et j'ai tout inversé en donnant le rôle des hommes aux femmes et vice-versa dans ce conte. C'est un des contes les plus célèbres de l'humanité. Et en fait, j'ai fait le film et personne, ou très peu de gens ont remarqué que c'était Cendrillon, en fait. Alors que c'était quand même évident, il y avait un truc évident, mais sauf que quand on inverse, ça devient aberrant, en fait. Les gens ils disent, c'est l'histoire de cette princesse cette espèce de colonel qui a des milliers d'hommes qui veulent sortir avec elle, c'est ridicule. Alors que dans Cendrillon, c'est ça, mais ça semble normal, en fait, que des milliers de filles veulent sortir avec le... Donc voilà, j'avais tout inversé comme ça. Le film est sorti et ça a été un échec incroyable. Personne ne l'a aimé quand il est sorti. Enfin, j'ai eu des critiques horribles. Il a fait très peu d'entrées. Et donc ma carrière au cinéma s'est arrêtée net après ça. Mon téléphone ne sonnait plus, j'avais plus d'amis, j'avais plus de... Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'Arabe du futur. Voilà. Qui répond finalement à des choses qui étaient déjà dans Jacques et Royaume des filles, ou qui se déclenchent aussi avec la guerre civile qui démarre à ce moment-là, mais qui se déclenche par rapport à cette œuvre? Non, mais disons que je m'étais un peu éloigné de la bande dessinée à cause de mes films. J'en faisais toujours, je faisais toujours La vie secrète des jeunes, je faisais toujours Pascal Brutal de temps en temps, mais je m'étais éloigné de ça. Et le fait d'avoir eu cet échec terrible, mon téléphone ne sonnant plus et plus rien à faire devant moi, je me suis dit, j'ai du temps et je vais faire cette bande dessinée auquel je pense depuis si longtemps, qui est l'Arabe du futur. Et si on pense à l'Arabe du futur, il y a l'influence de vos lectures de la psychanalyse, en fait, qui est là, parce que c'est l'écoute du langage qui construit le récit. C'est le langage du père, le langage du village, le langage de l'école, le langage de la famille. D'ailleurs, dans les cahiers d'Esther, c'est le langage à la maison et le langage à l'école aussi. Quelle est la place, au fond, de ce langage qui charrie énormément de sous-couches dans votre écriture? J'adore essayer de retranscrire le parler, enfin, la façon de parler des gens. Donc que ce soit le mec qui va être là, vas-y, je m'en bats les couilles, nique ta merde. Ça, la violence. Non, mais par exemple, c'est bonjour monsieur, excusez-moi, on vient d'avoir une réponse pour votre prêt immobilier. Je suis désolé, c'est négatif. Enfin, en fait, à chaque fois, il y a des choses. Enfin, toutes les différentes façons d'exprimer. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve ça passionnant, en fait, parce que ça parle des gens, ça parle des individus, ça parle des... Et je me rappelle très bien, un jour, j'avais vu un type extrêmement agressif qui parlait comme ça, là, il arrive, vas-y, nique ta mère, et tout, qui était en train de engueuler une espèce de file de mecs qui attendaient des taxis. Et moi, j'avais extrêmement peur de me faire assassiner. Et donc, je restais dans un coin comme ça, et tout. Je disais, putain, j'espère qu'il va pas me parler et tout. Le mec, il était là, nique ta mère et tout. Et à un moment, il y a une espèce de grand mec qui était tout malingre, mais qui avait un costard et qui devait être directeur adjoint ou je sais pas quoi, et qui a commencé à lui parler. Vous savez, le langage des professeurs. Moi, j'adore les profs, par exemple. J'adore les... Ils sont capables par le pouvoir de la voix, parfois de... Et ce mec a regardé le type et a fait « Monsieur, vous insultez tout le monde, là, arrêtez. Calmez-vous et mettez-vous dans un coin. » Et le mec, d'un coup, et comme si, en fait, il a utilisé une sorte de langue, je ne sais pas comment, il le maîtrisait par la maîtrise de sa langue. C'était comme si la classe sociale, en fait, par la maîtrise du français, liait le mec. On imaginait bien que ça devait être comme ça au Moyen-Âge, avec l'aristocratie et les gueux dans les... Hey, toi, pour sûr, il a bien parlé. Une espèce de truc. Et c'est passionnant à observer, je trouve ça. Parce que ça parle de la société et de comment on essaie d'échapper à sa condition sociale, à son... D'ailleurs, je dis ça parce que en fait, j'avais un banquier qui était excellent. J'en ai eu qu'une seule fois, comme ça, c'était quand j'étais dans le 20e. Et quand j'allais le voir, je lui disais bonjour. Et puis il disait bonjour, monsieur Satoff.
Et en fait, il venait du 9-3. Mais il avait l'accent, mais en fait, il refusait mes prêts immobiliers avec l'accent du 9. Et c'était hilarant, enfin, c'est hyper marrant Ouais, je suis désolé, hein, ça va pas le faire, hein, prêt immobilier, là. Et je n'ai pas réussi à les convaincre. Hein. Je promets, il faut gagner un peu plus d'argent, là. Hein. Parce que là, j'arriverai pas à vous obtenir l'assurance du prêt immobilier, là. Ça, c'est chaud, c'est chaud. Et en fait, c'est rigolo quand il y a deux... Enfin, voilà. Et je sais que souvent, mes idées d'histoire partent de ce genre de choses-là, d'une façon de parler ou d'une façon de dire une chose ou d'un... Voilà. Et le langage, justement, des jeunes, puisqu'ils étaient... vous attrapiez finalement des conversations, je disais, vues et entendues, c'est-à-dire que vous défendiez ça comme la vérité exacte et pure, telle qu'elle s'était manifestée à vous dans le métro, dans un parc ou dans la rue. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous alliez... vous le faites auprès d'Esther, hein, cette petite fille que vous suivrez jusqu'à ses 18 ans à raison d'un album chaque année, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous y retourniez dans la rue et dans le métro, écouter justement ce langage? Oh, je le fais toujours parce que je prends toujours le métro et j'entends toujours des discussions marrantes, etc. Mais le Donc transcrire? Le transcrire, oui, parfois, ouais, ouais. Des fois, je les mets. Ça m'est arrivé une fois ou deux de m'inspirer d'une histoire que j'ai entendue dans le métro, d'en faire quelque chose dans Esther, comment dire, en arrière-plan. Je m'inspire toujours des choses que je peux entendre ou voir. Surtout maintenant, souvent quand je vais dans les librairies, je rencontre pas mal j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent. Et souvent, je leur demande d'ailleurs, quasiment tout le temps ce qu'ils font dans la vie. Et ils me parlent de leur métier pendant un petit temps qu'on passe ensemble. Et j'apprends souvent beaucoup de choses. Et souvent, je réexploite certains trucs dans mes histoires aussi, où ça me donne des idées pour d'autres trucs. Et vos lecteurs, justement, vous les côtoyez sur Instagram. Donc maintenant, vous êtes très actifs, très en discussion avec eux, très en relation. J'ai dit tout à l'heure, un succès, la Rap du Futur, voilà, presque 2,5 millions de ventes, je pourrais dire. C'est 22 langues pour la traduction. Qu'est-ce que ça a changé maintenant qu'il y a des gens qui vous lisent? Bah, ça a changé beaucoup de choses quand même. Déjà qu'il y ait des gens qui me lisent, c'était déjà... Voilà, moi c'est vrai que j'ai passé 15 ans à avoir très peu de lecteurs. Je suis allé il y a quelque temps là, à une dédicace à Lyon. La dernière fois où j'étais allé en dédicace à la FNAC de Lyon, je me rappelle, c'était à l'époque de Petit Verglas. Et je m'étais retrouvé dans cette FNAC. J'étais totalement inconnu. J'avais un pull camionneur, des lunettes et ma BD pas très bien dessinée. Et je m'étais retrouvé sur une petite table qui était juste à côté de l'entrée. Et pendant 2 heures, les gens qui entraient dans la FNAC venaient me voir et me demandaient où était le rayon DVD, où était le rayon disque, où était le... Donc c'est vrai que quand on a vécu ça en tant qu'auteur, pendant des années, j'ai fait de très nombreuses dédicaces en personne, avec très peu de gens, etc. Quand maintenant j'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent, qui me racontent que toute leur famille aime mes livres, que ça leur rappelle des histoires familiales, j'ai des personnes âgées qui m'écrivent en me disant que j'ai l'impression d'avoir comment dire, de faire partie de leur famille aussi quelque part. C'est comme ils connaissent ma famille mieux que moi par certains aspects. Et c'est une manière, c'est un partage aussi, je sais pas, ça change beaucoup psychologiquement, oui. J'ai plus apaisé, je crois. Vous n'avez plus besoin de regarder Arnold Schwarzenegger? Non, mais ouais, enfin, si quand même de temps en temps. Parce qu'avant une dédicace, en fait, comme je suis stressé, je vais quand même regarder quelques photos d'Arnold avant de. Mais c'est vrai que le fait d'être compris est la chose la plus difficile parce que pendant des années, j'ai raconté ces histoires du Moyen-Orient, etc., à mes potes, à mes copines, etc. Et je me rendais bien compte que ils ne voyaient pas du tout ce que je voulais leur dire, en fait. Ils ne comprenaient pas. Quand le premier volume de La Rap du Futur est sorti, mes potes d'atelier, à qui j'avais raconté toutes les histoires qu'il y a dedans, ils m'ont dit ah, on se doutait pas que c'était ça, quand même. C'est chaud, quand même. Tu nous en as parlé, mais je ne voyais pas ça du tout comme ça. Et c'est vrai que voilà, pendant des années, moi, je sais que par exemple, à mes petites copines, je raconte ça souvent, mais quand j'étais très jeune, j'avais des petites fiancées, etc. Je leur parlais de la Syrie, j'essayais de les émouvoir, de leur dire, tu sais, quand j'étais en Syrie, ils nous tapaient à l'école et c'était... Et puis en général, j'avais tout le temps genre, ah bon, mais attends, c'est bizarre parce qu'en fait, moi, mes grands-parents, ils sont allés en vacances en Syrie, ils ont dit que c'était le plus beau pays qu'ils ont jamais vu. Moi, je trouve que toi, tu as une vision un peu... je me demande si t'es pas un peu orienté, en fait. Tu vois que les choses négatives, je sais pas. J'arrivais pas à partager cette histoire, en fait. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, grâce au livre, je sens bien que voilà, les gens comprennent ce que j'ai voulu dire et c'est apaisant.
Vous dites parfois que le quatrième tome de l'Arabe du futur, c'est le tome par lequel vous vouliez commencer, mais il fallait écrire une histoire avant d'y parvenir. Qu'est-ce que vous cherchiez, qu'est-ce que vous aviez en tête avec ce quatrième tome? Et c'était peut-être voilà, une mission qui n'est pas simplement celle de raconter vos souvenirs, mais qui est aussi de donner des clés sur la violence, de donner des clés sur la façon dont on peut se tromper de réel. Bah, disons que oui, c'est vrai aussi. Alors, disons que ce qui se passe dans le quatrième volume a été un événement, je le répète tout le temps ça, mais c'est vrai, c'est vraiment le trou noir autour duquel gravite l'Arabe du futur. Comme quoi j'emploie encore des termes de science-fiction, vous voyez, mais c'est vrai que c'est comme dans Interstellar, quand il passe près du trou noir. Et ben c'était exactement ça, il a fallu que je prenne mon élan pour raconter ce qu'il y avait là-dedans, parce que je ne pouvais pas le raconter de but en blanc comme ça. Il fallait emmener les lecteurs dans cette histoire familiale pour qu'ils voient bien tout depuis le début, pour leur faire vivre la chose, pour leur faire ressentir, qu'ils comprennent bien tout, en fait. Voilà, je voulais que tout soit bien compris et bien digéré par le lecteur. Donc maintenant, je reçois plein de messages de gens traumatisés qui ont lu le tome 4. Mais c'est vrai que j'avais besoin de partager. Ça faisait partie du projet depuis le début. Et c'est vrai que l'histoire n'est pas encore terminée, mais il y a vraiment la première partie de l'histoire qui va jusqu'au tome 4, et il y a la seconde partie de l'histoire. Est-ce qu'il y a une ambition pour vous qui est au-delà donc, de ces bandes dessinées dont vous disiez au début de cet entretien qu'elles naissent, et puis qui finalement, un peu spontanément, il faut ensuite s'en occuper? D'ailleurs, vous avez un rapport à la gestation de la bande dessinée, un peu comme Amélie Nothomb aussi, qui a un rapport à la gestation de la littérature. Est-ce qu'au fond, il y a quand même, au-delà de ces naissances spontanées, une ambition, une volonté, quelque chose qui ressemblerait à une étude sociologique, une étude psychanalytique, ou un ensemble de répertoires auxquels le lecteur peut s'accrocher pour interpréter? Non, j'avoue que je ne pense pas à ces choses-là quand je commence à faire mes bandes dessinées. Par contre, c'est vrai que je crois que je suis très ambitieux comme personne. J'avoue, Et en fait, je me dis que je vais faire la bande dessinée la plus incroyable qui a jamais été faite. Je me suis dit ça au début. Et j'y pense tout le temps. Je me dis, je vais faire une BD tellement longue déjà, il va y avoir tellement de pages que personne ne pourra jamais me rattraper. Je vais faire raconter l'histoire d'une famille comme ça qui va sur... Parce que les gens, ils savent pas jusqu'où ça va aller, ils savent pas le truc... Mais voilà, moi, c'est surtout... Et je me dis un truc complet avec plein de personnages, différents points de vue, des choses, des faits, ordonner tous les faits, etc. Mais c'est vrai que je pense pas... J'ai pas d'ambition, explicative ou psychanalytique, ou j'ai pas de théorie que j'essaie de mettre en scène dans mes livres. Voilà. Pourtant, vous en nourrissez énormément. Oui, mais ce sont les faits aussi qui sont analysables par le lecteur. Moi, je mets des faits et je laisse les lecteurs se faire leur avis. Voilà, c'est très... Alors bien sûr, je les guide un peu, mais j'ai pas de... Comment dire? Je n'ai pas de discours idéologique, en tout cas. Est-ce que dans l'écriture dessinée, il y a malgré tout un chemin un peu de traducteur? On a la sensation, en lisant l'ensemble de vos aventures, que ce soit Pascal Brutal ou l'Arabe du futur pour ceux qui continuent de se prolonger. Je ne sais pas si vous reprendrez la vie secrète des jeunes. On a cette sensation d'un rôle de traduction, en tout cas de traduction d'un monde à l'autre. Et c'est pareil aussi avec les cahiers d'Esther. Bah, c'est pas très conscient. C'est-à-dire que voilà, moi quand j'étais ado, la série télé qui transportait tous les gens de ma génération, c'était Hélène et les garçons. Et en fait, ça ressemblait pas du tout à mon quotidien, par exemple. Où je me rappelle quand ce film, La Boum, par exemple avec Sophie Marceau, le personnage auquel je m'identifiais, c'était le mec méga moche que tout le monde qui est humilié dans le film. Et donc forcément, comme ma vie était différente, j'ai eu envie de parler d'un autre de ce que je voyais. Et c'est vrai que dans La vie secrète des jeunes, par exemple, je parlais de ce que je voyais parce que j'avais l'impression que personne n'en parlait, en fait. Et c'est aussi dans l'Arabe du futur ce qui m'a amené à raconter ça, parce que j'ai jamais vu dans aucun livre décrit la vie dans un petit village dans le monde arabe comme moi je l'avais vécu, en fait. Donc j'ai eu envie d'en parler. C'est ça qui provoque mon envie d'aller vers certains points de vue ou certains sujets. C'est le récit manquant. Oui, voilà, moi je dirais que c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a un sens pour vous, la postérité?
Ouais, j'aimerais bien, ouais, quand même. J'aimerais bien donner mon nom à des collèges. Comme ça, les mecs seraient méga saoulés. Ils seraient là, putain, ça saoule, là. Je suis à Satouf, là, putain. Putain, quel nom de merde, là. Putain, ça saoule, là. Putain, c'est quoi ce nom de merde, là? Eh oui, bienvenue au collège Satouf. Et voilà, c'est mon idée de la postérité. Je suis prêt à me déplacer pour inaugurer tout collège Satouf qui pourrait être lancé. Hein. Je vous préviens, avec séance de dédicace gratuite, je vous fais... C'est lancé. Et chacun sera invité, bien sûr, à la grande inauguration du collège Satouf. Exactement. Merci beaucoup, Riyad merci, Satouf, Mathilde. pour cette masterclass.